Dans la littérature, on appréhende généralement l'erreur comme un écart indésirable par rapport à des aspirations initiales, sachant qu'une erreur n'est pas due exclusivement à des facteurs en dehors du contrôle de la personne. Pour quelqu'un comme Amy Edmondson, la notion d'erreur cache des réalités très différentes. Parfois, l'individu a voulu tester une approche nouvelle qui s'est révélée inadaptée parce que cette direction l'incite à expérimenter, à tenter des choses, à faire preuve de créativité. Parfois, l'individu a appliqué correctement une procédure qui en fait se révèle inadaptée à la situation. Parfois encore, l'individu n'avait pas les compétences requises par manque de formation, ou alors il évoluait dans un cadre de travail qui ne lui a pas permis de faire ce qu'il fallait. Autre situation possible, l'individu a dévié par rapport aux normes de comportement en vigueur dans l'organisation par inadvertance, par négligence, inattention, il s'est en gros tout simplement loupé. L'individu, encore, a pu faire le choix de ne pas respecter une pratique ou une procédure prescrite, c'est ce qu'on appellera alors une déviance délibérée. C'est cette dernière catégorie d'erreur qui n'est pas tolérable. Quand il y a une intentionnalité, on n'est plus dans l'erreur, on est dans la faute. Sur ces questions, le sociologue Christian Morel propose ce qu'il appelle un test de substitution. Il nous invite en fait à nous poser la question suivante. Dans les mêmes circonstances, un professionnel ayant le même profil aurait-il pu commettre la même erreur? Si la réponse est positive, alors l'erreur peut être tolérée. Une politique de droit à l'erreur consiste alors précisément à ne pas sanctionner ce type d'incident. Par contre, par exemple, de nombreux établissements hospitaliers mettent aujourd'hui en place des chartes de non-punition. Dans ce cas-là, le directeur général de l'établissement s'engage à n'entamer aucune procédure à l'encontre d'un agent qui aura spontanément et sans délai révélé, signalé une erreur. Si la réponse à ce test de substitution est négative, par exemple, un professionnel de santé a absorbé des substances illicites avant une opération, alors la sanction est envisageable, pour ne pas dire souhaitable. Le droit à l'erreur est une des nombreuses facettes du management par la confiance. Instaurer un droit à l'erreur, c'est créer un climat de confiance en interne. En l'occurrence, toujours selon Amy Edmondson, un salarié considère qu'il évolue dans un environnement psychologiquement rassurant quand il estime que les bénéfices liés au fait de révéler des erreurs qu'il a pu commettre surpassent les coûts induits par un tel comportement. Les enjeux d'une telle atmosphère de sécurité psychologique sont majeurs pour l'organisation. Cela permet tout d'abord aux salariés de ne pas être paralysés par la peur de se tromper et d'être dans une démarche d'expérimentation, de test, d'audace, de créativité. En d'autres termes, créer un climat de confiance au sein de l'organisation, c'est encourager la prise d'initiative des collaborateurs. Or, on connaît tous les enjeux de l'innovation pour la performance à long terme des organisations. En cas d'échec de leur tentative, un environnement de travail psychologiquement rassurant facilitera la remise en question des individus concernés qui seront plus enclins à reconnaître leurs erreurs, tout simplement parce qu'ils n'auront pas peur d'être blâmés, d'être sanctionnés, d'être placardisés par la ligne hiérarchique. L'organisation pourra alors plus facilement apprendre des erreurs commises et s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. En définitive, la création d'un climat de confiance est la clé de ce qu'on appelle le test and learn. Au plan managérial, la question se pose évidemment de savoir comment concrètement on peut créer un tel climat de confiance. Plusieurs éléments sont importants, à commencer par exemple par le discours des dirigeants. Les dirigeants qui rendent publics les échecs de l'entreprise ainsi que leurs propres échecs aident les collaborateurs à voir
que l'idéal d'un apprentissage par l'échec est plus qu'un simple discours. Une politique de droit à l'erreur sonnera toujours faux dans une organisation où l'échec est manifestement un sujet tabou. Le deuxième élément qui est important, c'est la manière dont les erreurs passées ont été traitées. Pour que les salariés aient confiance dans la politique affichée d'une certaine tolérance à l'erreur, il doit exister en interne des exemples visibles de personnes ayant commis des erreurs par le passé, mais qui ont eu par la suite une trajectoire de carrière tout à fait positive. Autrement dit, le droit à l'erreur, l'erreur, ne doivent pas être perçus comme des barrières de carrière. Lorsque les exemples dont je parle concernent des membres du top management, c'est-à-dire des dirigeants de l'entreprise, ils envoient un signal fort, un signal très fort même, aux membres de l'organisation. On comprend du coup que l'humilité et l'exemplarité constituent deux clés du management par la confiance. Il n'est pas facile pour un dirigeant de légender ses propres échecs et de dépasser le syndrome du bon élève. Il ne suffit donc pas pour un manager d'encourager le droit à l'erreur. Le manager doit aussi lutter contre son ego et mettre lui-même cette injonction en pratique pour devenir ce que Isaac Gates appelle un leader libérateur.